Merci Béatrice, merci de ton et de votre invitation à intervenir dans le cadre de cette université populaire. Étant donné que j'ai un peu une grosseur et quelques questions, je pense que les les 7 questions programme de Béatrice vont peut-être pas être totalement toutes abordées. On verra si j'arrive à le faire. Je veux bien que vous cessiez le partage d'écran de façon à ce que moi-même je puisse avoir la main pour partager l'écran. C'est un petit problème technique entre nous. Donc, je souhaite donc voilà. Euh, Revenir finalement sur les définitions dans un premier temps et montrer en effet que fake news et post-vérité sont deux notions qui sont complètement corrélées et qui me paraissent très importantes d'aborder ensemble. D'abord, insister sur le fait que pardon, voilà, que le mot fake news, il existe depuis déjà un certain temps, mais vous voyez, quand on fait la... Zut, la connexion Internet. Quand on fait une étude un peu rétrospective sur la recherche du mot fake news dans Google, on s'aperçoit que quand même, autour de septembre 2016, puis à nouveau après, avec des pics, etc., on a tout d'un coup une curiosité qui nous fait chercher qu'est-ce que ça peut bien être que les fake news. Alors, à cet égard, j'aimerais tout de suite dire une chose très claire, c'est que il y a une question de terminologie sur l'idée même du mot fake news. Et là, je voudrais commencer de suite par mettre au point quelque chose, quelques éléments. D'abord, on peut toujours se dire « Oh, mais à quoi bon utiliser un terme anglophone, notre belle langue française, et après tout, les fausses nouvelles, ça existe. » C'est vrai, ça existe même tellement que, par exemple, dans la loi de 1881 sur la presse, eh bien, loi fondatrice des libertés de la presse en France, eh bien, on parle de fake news. Donc, c'est vrai, ça existe. De fausses nouvelles, pardon. Donc, c'est juste. Sauf que je pense qu'on ne peut pas se contenter, si on veut essayer de chercher une notion, de simplement traduire mot à mot. Et je dirais la même chose d'ailleurs de post-vérité par rapport à post-truth, je vais y revenir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je crois que il faut être conscient du fait que les fake news, c'est justement pas les fausses nouvelles comme d'habitude. Pour revenir sur ce que disait ma collègue, évidemment, il y a toujours eu du mensonge et de la manipulation, déjà sous l'Antiquité. Donc, si c'est que ça, il n'y a rien de neuf sous le soleil. En revanche, je pense que ce serait une erreur de faire, comme je l'ai entendu dans la bouche de certains collègues historiens, de se contenter, de façon, pour ma part, que je considérais intellectuellement paresseuse, de se dire, bon, après tout, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours existé, donc circuler, il n'y a rien à voir. Je ne le crois pas et j'essaierai de le montrer. D'abord, je ne le crois pas tout simplement parce que il y a une spécificité à ces manipulations. Et moi, je mettrais en avant le fait que le mot fake news s'est très bien implanté, très bien imposé de par le monde. Et ce n'est pas juste pour le plaisir de faire un anglicisme. Je pense que ça veut dire quelque chose. Je pense qu'il y a une forte intuition sociale, très partagée de par le monde, et en France aussi, que finalement, si on utilise le mot fake news, c'est qu'on veut dire quelque chose qui n'est pas exactement le mensonge comme d'habitude. Et donc, je pense que de ce point de vue, c'est intéressant de garder le mot fake news. Pour ma part, je suis défenseur du terme fake news. Si vraiment on veut travailler sur la notion de, comment je vais dire, de respect de la langue française et éviter un anglicisme, alors je suis d'accord avec la commission de terminologie de la langue française qui a proposé une traduction qui est infox. J'aime bien cette proposition de traduction. Et là, je la considère comme typiquement, comment dire, similaire à la notion de fake news, parce que vous voyez bien le mot valise, la contraction entre l'information et l'intoxication
Et donc, c'est l'info qui est une intox, c'est l'infox. Et ça, je crois que là, c'est très précieux. Et on se rend compte qu'effectivement, si on garde ce terme-là, ça nous dit tout de suite quelque chose. Ça nous dit que euh, ces fake news, et d'une certaine façon, je dirais, c'est l'hommage du vice à la vertu, ces fake news sont très souvent des constructions, des récits, des mises en scène qui correspondent au canon du journalisme, qui ressemblent à de l'information, qui en pillent toutes les recettes, toutes les mises en page, les mises en forme, les mises en photo, etc., pour mieux manipuler. Et je disais, c'est un hommage du vice à la vertu parce que très souvent, ceux qui utilisent les fake news pour influencer les gens sont les premiers à vomir sur les journalistes, à les détester, à dire qu'il ne faut pas croire les médias, ils vous mentent, ils vous manipulent, etc. Et donc, hommage du vice à la vertu parce que finalement, ils crachent sur les médias, mais en même temps, pour être plus influent, ils pensent qu'il faut copier la manière de présenter les choses des médias d'information. Et donc, les fake news, à cet égard, ne sont pas donc juste la rumeur qui est sur un modèle j'ai entendu dire que, il paraît que, etc. Non, là, ce sont des affirmations qui sont présentées comme parfaitement exactes et leur véracité serait attestée par le fait que justement, elles utilisent les canons de présentation de l'information journalistique telle qu'elle est diffusée largement dans les médias, dans toute forme de médias. Et d'ailleurs, on va trouver, je vais y revenir, des tas de fake news qui détournent des photos, des vidéos, y compris d'ailleurs de choses qui ont été publiées déjà par des médias d'information. Bref, on est dans quelque chose de bien plus élaboré que la rumeur, le j'ai entendu dire que. Donc, moi, je reste attaché au terme fake news. J'utiliserai parfois un fox, hein, mais je ne traduirai pas par fausse nouvelle parce que je pense que c'est le rabattre sur quelque chose qui est trop restreint par rapport à ce qu'était ce qu'on appelait jusqu'à présent les fausses nouvelles. Je signale d'ailleurs au passage que les Anglais ont utilisé le mot fake, enfin l'adjectif fake et non pas false, qui pourtant existe aussi. Hein, mais ils ont préféré fake. Et ça nous dit aussi quelque chose qui est très clair dans la langue anglaise. Il y a une nuance entre false et fake. False, c'est très simple, c'est 1 plus 1 égale 3. Ah non, mon chéri, tu as fait une erreur, c'est faux, 1 plus 1 égale 2. Donc là, c'est assez simple. Faux, c'est aussi un faux tableau, donc voilà, on a imité quelque chose, etc. Dans l'idée de fake, il y a systématiquement une nuance qui peut exister parfois dans certains usages de false, mais qui est beaucoup plus forte dans fake, c'est l'idée qu'on simule pour tromper. Et donc, dans fake, il y a vraiment cette idée de forger pour tromper. Donc, il y a une dimension supplémentaire qui est l'introduction de l'intentionnalité manipulatrice plutôt que j'allais dire, la neutralité du constat que cela est faux. Donc voilà pourquoi je pense que c'est aller un peu vite en besogne que de dire finalement fake news, on s'en moque, on passe à autre chose. Une autre querelle sémantique qui est importante sur la question des fake news, c'est évidemment le fait que le terme pose problème parce qu'il est utilisé de façon un peu trop, comment dire, un peu trop labile. D'abord, vous avez parfois, maintenant, comme le terme est devenu populaire, une tendance à utiliser le terme fake news pour désigner des choses que ça ne désigne pas, à mon sens. Je vais prendre un exemple très simple. Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé en Écosse. Tous les médias ont titré là-dessus, vous le savez. Et c'était faux. Certains, surtout ceux qui détestent les médias, se sont empressés de faire un procès à ces médias en disant « Ah, voilà, encore des fake news ». Pour ma part, ce n'est pas du tout une fake news. Et ce n'est pas du tout une fake news pour une raison très simple. C'est que les médias ont reconnu leur erreur, se sont excusés, ils se sont même souvent auto-flagellés. Ah là là, voilà pourquoi, etc. En moins de 48 heures, tous les médias avaient publié des démentis, s'étaient battu la coulpe en disant vraiment qu'on s'excusait, etc., etc.
je ne connais pas un auteur de fake news qui, une fois qu'on a débunké, comme on dit en mauvais français, qu'on a réussi à contrôler, à vérifier l'information et à montrer en quel point elle était manipulatrice, eh bien, je ne connais pas un seul auteur de fake news qui dit: «Ah bah oui, non, finalement, c'est vrai, j'ai tenté une fake news, bon, bah, vous l'avez débusquée, donc je reconnais que non». Un auteur de fake news reste anonyme et continue à espérer que certaines personnes croiront à la fake news, même s'il y a eu un travail de vérification et de contrôle. Mais on voit bien comment les fake news sont utilisées pour justement décrédibiliser l'adversaire, un peu comme comment dire, l'inflation de l'usage du terme terroriste pour désigner tout adversaire, etc. Donc, il y a une rhétorique du détournement du mot fake news, dont Donald Trump est l'emblème vivant, hein, puisque lui, il a réussi dans sa rhétorique à retourner complètement l'accusation, c'est-à-dire qu'il a appelé le New York Times, CNN, Washington Post, des médias extrêmement sérieux, etc., des fake news médias, pour signifier que ce qu'il disait, ça ne lui convenait pas, donc c'était forcément des menteurs, etc. Du coup, certains collègues ont proposé de dire: «Bon, ben voilà, c'est très connoté, il y en a qui disent ça, mais c'est pas vraiment ça. Il y a Donald Trump qui retourne l'argument contre les médias, donc vous voyez, ça devient un objet de polémique, la désignation. Il faut mieux renoncer à ça». Et il y a des collègues anglophones, par exemple, qui proposent junk news, comme on parle de junk food, hein, donc une espèce d'info pourrie, hein, pas terrible, etc. Et bien, de pas bonne qualité, voilà. Bon, sauf le seul problème, c'est que pour l'instant, leur appellation n'a pas du tout pris dans l'espace public, hein. Donc moi, je vais en rester, si vous le voulez bien, à fake news ou à sa traduction française, infox. Alors, je reviendrai un petit peu après sur exactement la terminologie des choses. L'autre notion auquel les fake news sont directement associées, c'est la notion de post-vérité. Là aussi, traduction de l'anglais post-truth. Alors, là aussi, je voudrais faire quelques précisions terminologiques tout de suite. Euh, et je vais. Alors là, il faut que chaque fois, il va falloir que je repartage l'écran. Oui, il faut que je revienne pour repartager l'écran. Donc, excusez-moi. Je fais une petite. Voilà. Voilà. Donc, la post-vérité. La post-vérité, le Oxford Dictionary, qui en avait fait son mot de l'année 2016, avait dit la post-vérité, c'est un adjectif se rapportant à ou indiquant des circonstances dans lesquelles les faits objectifs influencent moins l'opinion publique que l'appel à l'émotion et à la croyance personnelle. Ce que le dessinateur Xavier Gorce du Monde, enfin du moins à l'époque, avant sa démission, traduisait comme ça: les faits sont complètement démentis par mon opinion. J'aime bien cette illustration parce qu'elle est la parfaite illustration justement de la définition de ce que c'est que la post-vérité. C'est l'inversion complète des faits, puisque normalement ça devrait être mon opinion est démentie par les faits, je croyais quelque chose et finalement je me rends compte en regardant les faits que ce n'est pas vrai. Eh bien, la post-vérité, c'est justement l'inversion de l'ordre des facteurs. Les faits sont complètement démentis par mon opinion. À cet égard, j'ai entendu des personnes dire: ah, mais il ne faut pas parler de post-vérité, c'est complètement crétin. Enfin, soyons sérieux, vous croyez vraiment que maintenant les gens mentent alors qu'avant, les politiciens, etc., disaient toujours la vérité? Il n'y aurait pas une évolution historique dans le temps de la post-vérité au sens d'un âge d'or idéal où les gens ne mentaient jamais à un âge où maintenant, effectivement, les politiciens passent leur temps à nous inventer des fariboles. Là aussi, c'est une mécompréhension de l'anglais parce que dans l'usage de post, il ne faut pas forcément y voir une dimension chronologique, le mouvement postmoderne, hein, qui arrive après la modernité, hein, mais il faut y voir post plutôt dans le sens de au-delà. Au-delà de. Et c'est pour ça que s'il fallait sortir d'une traduction littérale, de même que fake news me paraît bien mieux traduit par infox que par fausse nouvelle, et bien de la même manière, je pense qu'on peut euh, traduire mieux les choses en disant finalement c'est post-factuel.
Je pense que post-truth traduit par post-factuel, ça nous dit mieux les choses. Mieux les choses parce que ça nous dit que, justement, on prétend s'affranchir de la question des faits et on préfère, en effet, euh, poser le débat public en termes d'opinion et non pas sur une base commune qui est une base de factualité. Et ça, je pense qu'effectivement, ça tranche avec ce qui se passait plutôt globalement ces dernières années. Sauf que là aussi, je mettrais quand même un peu d'historicité dans tout ça. Je mettrais un peu d'historicité parce que je ne crois pas que le monde soit devenu subitement quelque chose de beaucoup plus, comment dire, détestable parce qu'on ne veut plus se référer aux faits et que ça serait une nouveauté dans l'histoire. En vérité, si je devais donner, en croisant ces deux définitions que je viens de donner rapidement de fake news et de post-vérité, je dirais que du coup, les fake news, la définition que je donnerais, ce sont des vérités idéologisées. Et je m'explique. Fake news traduit par vérité idéologisée, ça nous permet d'introduire aussi cette dimension de post-vérité, puisqu'on a le mot vérité apparaît. Et c'est un paradoxe, évidemment, puisque normalement, il devrait y avoir du faux et que je parle de vérité. Mais en fait, c'est parce que, du point de vue d'un certain nombre de gens, c'est vécu profondément comme une vérité. C'est leur vérité, c'est qu'ils y croient dur comme fer, avec la foi du charbonnier. Et ça, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Je vais prendre un seul exemple. Vous avez des tas de communistes qui sont allés dans les années 20 et 30 bénéficier de l'agence de tourisme politique de l'Union soviétique pour venir visiter la Russie soviétique afin de permettre à ces gens de devenir des zélateurs du communisme et du régime soviétique dans leur pays d'origine quand ils revenaient là-bas. On sait que ça n'a pas marché pour tout le monde. On sait que des communistes, à commencer par Boris Souvarine, par exemple, sont revenus d'Union soviétique en ayant eu le sentiment très profond de s'être fait balader et qu'on leur avait menti du début jusqu'à la fin et qu'on leur avait présenté des usines Potemkin, etc., c'est-à-dire des faux, comment dire, des usines idéalisées qui ne correspondaient pas à la réalité, en fait, de ce que vivaient la plupart des ouvriers dans d'autres usines en Union soviétique. Et pour autant, malgré cela, malgré ces démentis, malgré ces signes qui étaient là pour ceux qui voulaient les voir, on sait que beaucoup de gens se sont aveuglés et revenaient d'Union soviétique encore plus enthousiasme avec l'idéal communiste et la défense de l'Union soviétique contre toute évidence par rapport aux réalités factuelles. Donc, nous savons très bien qu'on peut faire des mensonges politiques qui s'affranchissent totalement des faits parce qu'il y a des intérêts supérieurs qui commandent, idéologiques et autres. L'armée française a fabriqué des faux pour accuser le capitaine Dreyfus, y compris d'ailleurs, une fois qu'on a commencé à avoir des doutes sur la culpabilité du capitaine Dreyfus, on en remet une louche, parce que là, cette fois-ci, ça devient quasiment un problème d'honneur. L'armée française ne veut pas reconnaître, et vous savez combien la société française a été clivée à l'époque entre des Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Bien. Donc, je ne crois pas que le phénomène de la post-vérité soit nouveau. Je crois qu'il y a des cycles dans la vie et dans la vie des sociétés, et qu'il y a des moments de post-vérité, et qu'il y a des moments où les tensions sociales, politiques, idéologiques sont moins fortes, et où les débats sont plus apaisés, et on trouve à nouveau un espace de respiration pour parler de la factualité. Et c'est très dommageable, évidemment, qu'on soit dans un univers où, pour un certain nombre de gens, c'est la post-vérité qui l'emporte sur toute autre chose, la post-factualité, parce que cela remet en cause les conditions même du débat démocratique. Je me permets de rappeler que pour le débat démocratique serein, ce qui doit être au socle de tout cela, c'est évidemment un partage d'un certain nombre de points de consensus. Par exemple, des données chiffrées. Il faut qu'au moins on s'entende sur un certain nombre
de données factuelles. Et après, le débat en démocratie va porter sur l'interprétation qu'on fait de ces données. Est-ce que on pense que du coup, vu les chiffres, c'est grave ou que ce n'est pas grave? On pense on va se poser par exemple, le nombre d'immigrés. Heu, il y en a, allez, je ne sais pas, 2 000 000. Bon, alors est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Il faut en accueillir plus? Il faudra en accueillir moins? Voilà, mais au moins on s'entend sur les chiffres. Est-ce que, on peut après, se débattre à partir de ces données? On peut débattre sur le fait que, il y a des interprétations pour expliquer les phénomènes que nous observons. Le chômage, bon, ben, voilà, c'est tous ces paresseux qui, bénéficiant d'une allocation chômage, ne cherchent pas de travail. Ou c'est, ces méchants patrons qui ne pensent qu'au profit et qui, du coup, au lieu d'embaucher, ne ont les yeux rivés sur, le CAC 40, le prix de machin pour permettre, aux actionnaires de se goinfrer. Vous voyez? Enfin, vous reconnaissez, à travers, les caricatures que j'en fais, des discours politiques, bien connus. Donc, on peut débattre et s'opposer sur l'interprétation des faits. On peut aussi, bien sûr, et c'est le troisième point du débat démocratique, à partir de faits qui font consensus et qu'on reconnaît comme, voilà, eh bien, on peut débattre sur les solutions à apporter. Alors évidemment, là, on va mettre l'accent sur plus ou moins tel et tel facteur, avec apporter d'autres données qui permettent de dire que la vraie solution, elle se trouve ici, ou la vraie solution, elle se trouve ailleurs. Bien. Alors, ce qui est inquiétant en France, c'est que, il y a une défiance croissante vis-à-vis des sources respectées d'informations factuelles et des statistiques publiques en général. Heu, donc, vous avez ça, très clairement dans un baromètre qui est publié, par, le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, qui, publie un baromètre, alors qu'ils appellent de la confiance. Hélas, on est arrivé à un tel niveau qu'il faudrait presque l'appeler le baromètre de la défiance, hein. Regardez, les chiffres de janvier 2019. Personnellement, avez-vous, très confiance, plutôt pas confiance du tout dans les statistiques officielles en France? Et si vous regardez en bleu, alors le bleu marine, c'est le très confiance. Alors là, j'espère que vous arrivez à le voir à l'écran parce que c'est tellement ténu qu'on a peine à le voir. Vous avez un bleu plus pâle, bon, c'est plutôt confiance, hein. Mais regardez, aujourd'hui, personne en France, enfin, pardon, aucun thème en France, le réchauffement climatique, les chiffres de la croissance, les chiffres de la hausse des prix, les chiffres du déficit public, du chômage, de la délinquance, de l'immigration, nous n'avons pas un seul thème qui réunit au moins 50 des Français pour dire qu'ils sont d'accord avec ça. C'est vous dire si effectivement, il y a, un problème, hein, dans la société française contemporaine de confiance, en effet, vis-à-vis, des faits, et que l'ère de la post-factualité, il n'est pas si éloigné que ça, chez nous. On pourrait dire aussi plein de choses sur, le réchauffement climatique, hein, comme, élément là aussi de défiance, hein, vis-à-vis de la réalité, factuelle. Est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement ou pas? Est-ce que c'est vraiment la responsabilité de l'homme? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en ce 1er février, où les arbres bourgeonnent, où, on a vu la neige, très peu, il y a eu un épisode, où il fait 12 degrés, où l'année 2020 est la plus chaude dans l'histoire, des relevés, en France, bon, bah, on voit bien qu'en effet, il y a quand même, quelques difficultés à nier le réchauffement climatique. Mais pour autant, ça fait débat, vous le savez, certains, continuent à nier l'existence même, d'un réchauffement climatique. Alors, quelles sont les caractéristiques, des fake news? Comment on construit des fake news? C'est ça que j'aimerais voir avec vous à travers plusieurs exemples que je vais, partager sur mon écran, pour vous montrer, il ne faut pas tomber dans une caricature qui ferait des fake news un seul et même, ensemble, unifié. En réalité, les fake news elles-mêmes sont très diverses, et d'ailleurs, j'y reviendrai sur la psychologie de partage des fake news. La croyance dans les fake news et la volonté de partager les fake news aussi est un facteur, divers, hein, et qu'il ne faut pas, caricaturer et tout réduire à un seul, modèle.
Ici, vous avez en 2018 le magazine, le site BuzzFeed qui avait fait sa sélection des 10 fake news les plus partagées sur Facebook. Et là, vous allez voir tout de suite qu'il y a des choses qui sont complètement différentes et qui correspondent à des motivations très différentes de fabriquer des fake news. Vous avez donc là, ici, vous avez le tout premier, 2 383 000 partages de cette fake news sur Facebook. Hein, c'est quand même énormissime. Eh bien, vous avez un gagnant de la loterie qui a été arrêté parce qu'il a dépensé de l'argent, des millions de dollars qu'il a gagné, il a dépensé 200 000 dollars pour déverser du fumier dans le jardin de son ex-boss. Donc, c'est une fake news qui nous annonce que quelqu'un a pu, grâce à l'argent du loto, se venger de son patron. Alors évidemment, l'objectif, c'est de se dire: «Ah, c'est incroyable, ah bah ouais, ah bah moi aussi, ah, si j'avais gagné, moi j'aurais bien fait ça. Alors voyons voir», et cetera. Et en fait, l'objectif, c'est ce qu'on appelle un site piège à clics, hein. L'objectif, c'est de faire en sorte que vous vous sentez intéressé par le sujet, vous trouvez que c'est cocasse, c'est inédit, c'est amusant, vous vous identifiez: «Ah moi aussi, j'aimerais bien me venger sur mon patron», et donc vous allez cliquer là-dessus alors qu'en fait, il n'y a aucune réalité, tout ça est parfaitement inventé. Mais en revanche, c'est mis en scène, c'est avec des témoignages, et cetera, comme si c'était un article de journal. Le deuxième, là aussi, on va jouer sur l'émotion, hein, on prend une personnalité connue. Il y a beaucoup de fake news qui concernent les gens connus, les people, comme on dit. Là, en l'occurrence, on nous annonce la mort de Barbara Bush, donc la femme du premier président Bush et la mère du second président Bush, hein, aux États-Unis, alors qu'elle n'était pas morte. Hein. Là aussi, on se dit avec ça, ça va faire venir des gens sur la page Facebook qui a publié ça. Et on regarde ça, je vais y revenir, hein. Évidemment, il y a du placement publicitaire, hein, parce que l'objectif, c'est de générer du trafic quoi qu'il arrive, coûte que coûte, j'allais dire, parce que la publicité automatique sur Facebook ne fait pas de distinction entre une information vraie et une information fausse, et ne fait pas de distinction autre que le nombre de gens qui viennent. Donc, si beaucoup de gens viennent pour une fake news, eh ben, on va placer de la publicité là, peu importe, hein, l'argent, en l'occurrence, l'argent de la publicité n'a pas d'odeur. Le troisième, c'est une histoire improbable, 1 300 000, vous voyez, une femme poursuit Samsung et réclame 1,8 million de dollars parce que elle avait introduit son téléphone dans son vagin et qu'il était resté collé dans son vagin. Le truc hallucinant de bêtises. Et vous voyez, 1 300 000, et là aussi, les gens ont pu partager parce que c'était cocasse, parce que c'était drôle, parce qu'ils avaient flairé la fake news, mais ils se disaient: «Oh, quand même, c'est marrant», ou parce qu'ils ont voulu y croire, voilà, et tout ça s'inscrit dans un contexte où on sait qu'aux États-Unis, les gens font des poursuites judiciaires et réclament des dommages et intérêts pour tout et n'importe quoi. Et puis là, vous avez en 5, 830 000 partages. Donald Trump ferme les écoles, euh, enfin, met fin au massacre dans les écoles en fermant les écoles. Et là, en réalité, c'est un site parodique. Comme il en existe maintenant beaucoup. En France, on connaît par exemple le Gorafi, hein. Donc, c'est un site d'information parodique. On voit bien là où est la parodie. Donald Trump, évidemment, pour résoudre le problème des massacres de masse dans les écoles, ferme les écoles plutôt que d'interdire les armes, hein. On voit bien l'inversion des choses. Bon. Donc, on a le point 6, c'est un truc hallucinant, c'est un homme qui a comment dire, eu une relation sexuelle avec un alligator après lui avoir injecté une piqûre de tranquillisant, enfin des trucs délirants. Voilà. Si on regarde en France, du coup en 2017, Le Monde avait fait ce tableau d'honneur des 10 fake news les plus diffusées sur Facebook en France. Et là, vous avez une fake news qui a comment dire, très très bien marché, qui a dépassé les 3 millions d'interactions. C'est un Chinois infesté par des vers après avoir mangé des sushis. Et ensuite, les vaccins combinés sont moins sûrs.
Donc, on voit 2 sujets de préoccupation de santé, hein, de santé publique qui peuvent attirer, les gens. Plus d'1 million de partages pour les vaccins. Une loi qui force les célibataires à accueillir des migrants. Là, on voit que c'est une fake news politique, hein. Il s'agit de décrédibiliser le gouvernement en place pour montrer qu'il est trop, pro-migrants, et cetera, et cetera. Bien. Alors, quelles sont donc les motivations, des fake news? Et les profils. Vous avez les fake news qui sont des inventions totales, crapoteuses, invraisemblables. Là, cette fois-ci, c'est la fake news la plus partagée en 2018. C'est cette baby-sitter qui est transportée à l'hôpital parce qu'elle a inséré dans son vagin le bébé qu'elle était censée surveiller parce qu'elle était en mal d'enfant. Donc une histoire invraisemblable et sur laquelle on peut aller, être tenté de cliquer parce que, on se dit: «C'est quand même bizarre». On se dit: «Oh oui, oh qu'est-ce que c'est que ces conneries?» Enfin, vous voyez les motivations diverses et variées et le but, c'est vraiment de vous amener vers quelque part où il va y avoir du placement publicitaire. Une deuxième type de fake news, c'est la fake news qui donne une explication à l'inacceptable, à l'inentendable. Et là, vous avez, je vais faire allusion à ce qui s'est passé donc, lors du massacre du Mandala Bay, c'est-à-dire cet hôtel, si vous vous souvenez, à Las Vegas, où un homme a tiré, au fusil mitrailleur, pendant plusieurs minutes, sur une salle, sur un concert public qui était en bas de l'hôtel, faisant, plus de 200 blessés et plusieurs dizaines de morts. Hem donc, là, une fake news va circuler assez vite qui nous dit que ça confirme qu'il y a eu plusieurs shooters, hein. Donc, plusieurs, personnes ont tiré et qu'il y a donc bien une attaque coordonnée. Et cette fake news va particulièrement circuler dans les réseaux, pro-Trump en l'occurrence, les réseaux pro-armes à feu. Parce que en fait, ils ne veulent pas admettre et ils savent que c'est difficile à vendre, à l'opinion publique, que ça pourrait être un tireur isolé qui est un espèce de maniaque des armes, comme il en existe tant aux États-Unis, ou comme il n'y a aucun contrôle sur l'achat des armes, eh bien, vous pouvez tomber sur des gens, des fous, hein, au sens strict du terme, qui sont surarmés et qui vont aller faire un carton, un massacre, parce qu'ils assouvissent ainsi leur pulsion sadique et mortifère. Et donc, pour essayer de couper court à la polémique qui enfle sur comment peut-on laisser encore aux Américains le droit d'acheter des armes de guerre qui tirent des dizaines de balles en rafale, etc. Il faut inventer un contre-récit. Il faut rendre, comment dire, il faut trouver une solution pour ne pas avoir à affronter l'inacceptable, c'est-à-dire reconnaître que, bah oui, vendre des armes de guerre à des fous, ça peut donner lieu à ce genre d'attaque. Et donc, la fake news, ils vont, vous voyez, tout ça est organisé comme un média, il y a un titre, il y a la date, il y a une photo d'illustration et la photo d'illustration repose sur ces 2 fenêtres-là. Vous voyez les 2 trous, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, il y a 2 trous dans les fenêtres et en réalité, ils disent: «Ouais, vous voyez, c'est pas la même chambre, donc il y a bien eu 2 tireurs au moins, donc c'était bien une attaque coordonnée, donc c'est bien un attentat terroriste». Sous-entendu, c'est plutôt des musulmans ou des choses comme ça. Trouvez, passez votre chemin, ça ne peut pas être un dérangé qui est un passionné d'armes à feu. Et en fait, en vérité, la police va démentir en disant: «Mais il avait loué une suite et cette suite, elle est à angle avec 2 pièces et donc il a pu tirer dans une pièce et justement, ce qu'il avait tout prévu, il avait plusieurs armes, il avait des trépieds, donc il a mis une arme avec un trépied avec, un stock de balles et quand il a eu fini, il est allé courir dans l'autre pièce pour vider à nouveau tout son chargeur de l'autre arme qui était prête». Donc, il n'y a pas eu du tout de coordination et donc on invente la fake news pour essayer de le faire croire parce qu'on ne veut pas affronter la dure réalité des choses. Autre motivation possible, c'est évidemment les fake news complotistes et là vous avez, un site, alors c'est absolument génial puisque c'est un site donc qui s'appelle Conspiracy Planet et ce site Conspiracy Planet prétend être celui qui dénonce les conspirations alors que c'est lui qui les invente, hein. D'ailleurs, son sous-titre, c'est The Alternative News, hein, les informations alternatives. Et par exemple,
ils vont inventer le Pizzagate, hein, l'idée qu'il y a un réseau pédophile qui est couvert à Washington par, en l'occurrence, c'était Podesta qui était le directeur de campagne d'Hillary Clinton, et que dans une pizzeria de Washington, il y avait des enfants qui étaient prisonniers, pris au piège dans les sous-sols, et que tout ça, cette pizzeria qui était fréquentée par les hauts fonctionnaires, les politiciens de Washington, abritait en réalité un trafic de chair humaine, hein, au sens des garçons et des filles étaient emprisonnés là-dedans et se livraient à des orgies pédophiles. Et c'est allé à très loin puisque un dérangé a pris ça très au sérieux et est venu surarmé dans la pizzeria en braquant le pizzaiolo et en lui disant qu'il venait là pour libérer les enfants, sachant que la CIA, elle, avait anticipé sur le risque qu'un jour un fou prenne ça très au sérieux et donc mettait en permanence quelqu'un, comment dire, en tenue civile pour surveiller la pizzeria et a pu désarmer le fou furieux qui était prêt à faire un carton dans la pizzeria pour venger les enfants qui étaient prisonniers là-dedans. Donc vous avez des tas de fake news qui relaient des théories complotistes de façon soit délirante, soit extrêmement malveillante, puisque là, en l'occurrence, il s'agissait de ternir l'image du directeur de campagne d'Hillary Clinton pendant la campagne des présidentielles de 2016, de façon à salir par éclaboussure, évidemment, la candidate elle-même. Vous avez des détournements de photos ou de vidéos pour associer à une autre réalité. Alors, vous avez ça aux États-Unis. Vous avez, au moment d'un massacre dans un collège, lycée, vous avez eu une révolte des élèves en disant il faut mettre fin à tout ça. Et donc, Emma Gonzalez est devenue une sorte d'égérie parce qu'elle était de ce lycée en Californie. Et donc, elle a posté une photo d'elle où elle déchire une cible pour dire son indignation et qu'elle veut arrêter justement la prolifération des armes, la vente et le port des armes, etc. Et on a détourné cette photo par des gens malveillants par les techniques habituelles de montage de logiciels de retouche photo, en la faisant symboliquement déchirer la Constitution américaine, puisque vous savez que le deuxième amendement permet à tout le monde de s'armer comme il le souhaite. Et donc, en l'occurrence, vous voyez, on détourne une photo où elle déchire une cible pour lui faire dire autre chose qu'elle se contrefiche de la Constitution américaine, qu'elle la déchire, qu'elle la bafoue, ça ne lui pose aucun problème. En France, vous avez eu pendant la campagne de 2017 Jean-Luc Mélenchon, tranquille avec sa Rolex à 17 750 €. Hein. Donc là, on prend une photo de Mélenchon pendant une manifestation publique, pendant la campagne, et puis on fait un gros plan et on ne voit rien. Hein. Là, franchement, je vous mets au défi de voir ce que c'est, mais pas grave, ça a l'air crédible, et donc on dit, regardez cette image, ben, en fait, ça correspond à ça, et voilà le prix. C'est une Rolex qui coûte 17 500 €. Alors, hein, le candidat des Français, du peuple, etc., faites-moi bien rire. En fait, c'est un Richard, et d'ailleurs, il roule en Rolex, quoi. Bien. Vous pouvez détourner des photos par un recadrage manipulatoire. C'est le cas, par exemple, au Brésil, pendant l'épidémie de Covid. Vous voyez cette image a été utilisée par tous les pro-Bolsonaro, etc., qui ont reproché aux médias et de façon générale à tous les opposants politiques à Bolsonaro de dramatiser excessivement l'épidémie de Covid. Hein. Vous savez que pendant très longtemps, Bolsonaro a dit que bon, c'était qu'une grippe. Lui, il a tenu beaucoup plus longtemps qu'en France avec ceux qui nous parlaient de grippette. Et du coup, il cherchait des preuves. Et donc, dans les preuves accablantes qu'on nous mentait, qu'on nous manipulait, il y a par exemple cette photo qui nous dit ah, regardez à Manaus, hein, la ville la plus touchée au Brésil, vous ne trouvez pas ça bizarre, vous ils nous montrent des images d'enterrement, de masse, on creuse les unes après les autres, à la pelleteuse, des tas de. Hein, et en fait, tout ça, c'est de la mise en scène. D'ailleurs, les cercueils sont vides. La preuve, regardez, il arrive à les tenir avec 2 doigts. Alors là,
La fake news, elle est évidemment complètement manipulatrice puisqu'on a cadré la photo de telle manière qu'on ne voit pas les deux autres. Là, vous voyez les quatre jambes. On ne voit pas les deux autres qui sont en train de porter de l'autre côté le cercueil pour le poser sur un catafalque avant de les enterrer. Et quand le journaliste qui a fait ce reportage à Manaus s'est rendu compte qu'on avait détourné sa photo, il a publié toutes les planches montrant étape par étape la sortie du cercueil depuis le camion jusqu'à l'étape où on a fini de déposer le cercueil parce qu'il était indigné que son travail serve à fabriquer des fake news. Vous pouvez également faire un faux compte d'une personnalité, un faux site de journal pour accréditer le mensonge. On l'a vu pendant justement la campagne électorale de 2017 contre Emmanuel Macron. Vous avez ici Le Soir, hein, le journal Le Soir, sa page, la page de son site, qui est donc un média tout à fait sérieux en Belgique. Et donc, Emmanuel Macron, candidat préféré de l'Arabie saoudite à l'élection présidentielle. Et à l'intérieur de l'article, on nous dit que Emmanuel Macron a signé un pacte secret avec l'Arabie saoudite, qui d'ailleurs finance une partie de sa campagne, et en échange de quoi il va supprimer la loi qui interdit le voile à l'école, qu'il va être complaisant vis-à-vis des islamistes, etc. etc. Et donc là, en l'occurrence, les auteurs de cette manipulation ont défacé le site du Soir, donc ça ressemble au Soir. Tout le reste sont même des morceaux qui peuvent sortir du Soir. Et on y glisse un faux article pour donner une crédibilité. Quand je vous disais que l'hommage du vice à la vertu, hein, pour rendre plus crédible, on déface un site de médias, en l'occurrence belge. Et ça permet, par exemple, à l'extrême droite française de diffuser sur ses réseaux cet article. 30% de la campagne Macron financée par l'Arabie saoudite, nous exigeons la transparence. Hein, voilà. Et si vous regardez bien, ce qui est intéressant, pardon, c'est ici, vous voyez qu'il y a le soir.info. Or, en vérité, la manipulation repose sur justement le changement d'URL, parce que le soir, c'est le soir.be, parce que BE, c'est la Belgique. Et donc, là, en l'occurrence, comme le soir a commis la maladresse de ne pas protéger le nom de domaine lesoir.info, eh bien, certains petits malins se sont rendus compte qu'on pouvait utiliser le soir comme un élément de crédibilité et de le détourner en faisant le soir.info. Et donc, si on n'est pas très vigilant, le soir.info, après tout, un journal, c'est de l'info. Bon, soir.be, moi, je ne connais pas. Bon, bah, c'est crédible. Voilà. Voilà. Et donc, Marion Le Pen, sa tante aussi, je vous rassure, ont diffusé ça. Et après, on retirait les tweets en disant ah, ben, je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir. Bon, ben, puisque vous me dites que c'est une manipulation, je l'enlève. Peu importe, le mal est fait, n'est-ce pas? Bien. Vous pouvez avoir ça pendant l'épidémie de Covid, ça a circulé sur des comptes Facebook et les réseaux sociaux. Hein. Création de faux tableaux, comme ici ce tableau attribué à l'INSEE pour minimiser les morts du Covid-19 en France. Hein. Donc, ce tableau n'a jamais existé, n'a jamais été produit par l'INSEE, mais il a été fabriqué pour essayer de montrer, après le second confinement, après le premier confinement, pardon, que eh bien, il n'y avait pas lieu de paniquer, que l'épidémie, on en avait fait des tonnes pour rien, que d'ailleurs, cette histoire de deuxième vague, tout ça, c'est du pipeau, c'est du vent, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et on publie ce genre de faux documents pour montrer qu'il n'y a pas eu tant de morts que ça, que finalement, c'est une grosse grippe, et puis c'est tout. Hein. Donc, on peut fabriquer aussi des faux documents. On peut aussi détourner des documents officiels dans un contexte manipulateur. Là, en l'occurrence, je vous parlais de ce qui s'est passé aux États-Unis pour la fake news selon laquelle il y a eu une fraude massive qui explique que Donald Trump a perdu l'élection. Comme Donald Trump est génial, il ne peut pas perdre l'élection, donc s'il a perdu l'élection, c'est forcément qu'elle a été truquée. Alors, il prend le problème à l'envers, c'est-à-dire que du coup, il faut trouver des preuves de ce que j'avance, c'est-à-dire que c'est annoncer quelque chose d'abord et trouver des preuves ensuite. En l'occurrence, un informaticien militant du républicain du Texas a déposé un mémo auprès de la justice via les avocats de Donald la manipulation.
La manipulation, elle est très très simple. Vous voyez ici, regardez, de qui se moque-t-on? Dans la circonscription de Benneville, il y a eu 350% de votants. Et à Monticello, il y en a eu 144. Monticello 2, il y en a eu 138, etc. Alors, hein, on a fait voter les morts. Comment voulez-vous qu'il y ait plus de participants que d'électeurs? C'est bien la preuve. Et tout ça s'est fait où? Eh bien, dans le Michigan. Michigan, qui est un État remporté, qui était un État swing state, comme on dit aux États-Unis, que Donald Trump avait remporté en 2016 et qu'il venait de reperdre en 2020. C'est bien la preuve. Alors, ce qui est amusant, si je puis dire, dans la manipulation, c'est que tout ça est grossier une fois qu'on commence à regarder dans le détail. D'abord, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas d'aberration statistique dans ces chiffres, parce qu'en vérité, chacun s'explique. Et notamment par le fait que dans l'État concerné, vous pouvez venir voter le jour même en vous inscrivant le jour même. Et donc, il y a des bureaux d'inscription dans le bureau de vote. Ce qui explique que un certain nombre d'électeurs ne se font pas enregistrer, même pas en amont, mais attendent le jour du vote pour aller se faire enregistrer. Et donc, quand vous avez ces chiffres-là, ce sont les chiffres qui sont comparés non pas à la liste officielle de ceux qui ont voté par rapport à ce qui était inscrit, mais ce sont les chiffres des dernières inscriptions du dernier scrutin. Donc évidemment qu'entre-temps, ça a augmenté et que ça a pu changer. Donc ça, c'est la première erreur, si je puis dire, de mauvaise foi à mon avis, vu le contexte, mais en tout cas, c'est une erreur d'interprétation des choses. Et puis le point le plus spectaculaire, c'est que toutes ces circonscriptions ne sont pas du Michigan, mais du Minnesota. C'est-à-dire que vous regardez les noms de ces cantons, etc., ce sont des villes ou des cantons, des comtés, pardon, du Minnesota et non pas du Michigan. Minnesota qui a voté pour Donald Trump. Et le pire, c'est que ce sont des États, des cantons ruraux, parce que ce sont des comtés, pardon, des comtés, ce sont des comtés qui, justement, n'ont pas beaucoup d'électeurs. Et il suffit qu'il y ait 10, 15, 20 électeurs qui viennent s'inscrire pour que ça fasse tout de suite 20% d'électeurs en plus. Voyez, ce sont des comtés où il y a très très peu d'électeurs, des grands comtés désertiques, ruraux, etc., qui ont voté massivement pour Donald Trump. Donc là, la manipulation est des plus grossières. On se trompe d'État, enfin on se trompe, tout le monde s'est compris. Et en plus, on met en scène une soi-disant manipulation qui s'explique par les données statistiques et légales du comté. Et en plus, c'est pour mettre en évidence le fait que s'il y avait eu manipulation, c'est de toute façon pour gonfler les chiffres de Donald Trump, puisque ce sont des comtés qui ont massivement voté pour Donald Trump. Donc voilà encore une façon de mettre en place des manipulations. Et puis, vous pouvez vous cacher derrière la parodie. J'ai parlé tout à l'heure des sites parodiques, mais certains utilisent la parodie pour essayer, bien imiter, pour servir un agenda politique. C'est le cas, par exemple, avec le compte Twitter, le journal de l'Élysée, qui utilise complètement, en les détournant complètement, le style de l'information sur les réseaux sociaux. Voilà le cas typique. En direct, alors vous voyez, on a la reproduction exactement comme un tweet fait par les chaînes d'information. Vous avez une capture écran de la prestation télévisée d'une personnalité. Donc voilà, il y a l'image qui crédibilise. Ça se présente exactement en direct, Nathalie Loiseau, etc., dans l'émission politique. On reprend absolument tous les codes. Et puis là, on lui attribue une phrase qu'elle n'a jamais dite. Je ne vois aucun problème avec les lobbies dans la mesure où ils financent certains partis politiques, le nôtre notamment. On peut même affirmer qu'ils participent au bon fonctionnement de notre démocratie. Ou, comme des millions de Français, j'ai été scandalisé d'apprendre que Carlos Ghosn allait toucher 800 000 euros de retraite par an. Comment un homme qui a tant servi notre pays peut-il percevoir une somme aussi modeste? Donc voilà, on va prêter, Marlène Schiappa, l'envoi des militaires sentinelles est une décision sage et raisonnable. Les Français doivent comprendre que contester la parole du chef de l'État, c'est déjà faire un pas vers le terrorisme. Donc on va complètement détourner la mise en scène de l'information dans les réseaux sociaux, d'informations pour essayer de faire croire à ce qui n'est pas. Alors, si on regarde un petit peu, si j'essaye de résumer, si vous voulez, la manière dont on peut finalement cerner le bon grain de livret en matière de définition de ce que c'est qu'une fake news, de ce que n'est pas une fake news, voilà le schéma que je vous propose.
En rouge, c'est ce qui n'est pas une fake news, et en vert, c'est ce qui répond à une fake news. Vous avez en rouge les informations que Donald Trump et ses amis détestent avec un retournement de l'accusation. Ça, ce ne sont pas des fake news. Ce n'est pas parce que le Washington Post publie quelque chose que c'est forcément faux. Et ça, chez Donald Trump, ça devenait CNN, New York Times égale mensonge tous les jours. Ce n'est pas non plus les pratiques de malinformation par des journalistes qui sont peu ou pas assez rigoureux. Annoncer, en vérifiant finalement assez mal que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté, eh bien, ce n'est pas une fake news. Les parodies d'informations par les sites satiriques, ça n'est pas une fake news. En revanche, ce qui est une fake news, c'est trois ensembles que j'essaye de regrouper par rapport à ce que j'ai pu vous montrer. D'abord, vous avez les stratégies de propagande avec intention de nuire. Ça, oui, c'est une fake news. Là, il n'y a pas de doute possible. On est bien face à quelque chose où l'ambition, c'est de tromper les gens en leur faisant croire des choses qui ne sont pas vraies, de façon à avoir des avantages politiques à en retirer. Vous avez des stratégies financières avec des titres et des sujets pièges à clics. Je l'ai dit, la perversion des réseaux sociaux et notamment de Facebook, c'est que vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Et par exemple, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des dizaines de fake news pro-Trump ou anti-Hillary Clinton pendant l'élection de 2016 qui ont été fabriquées en Macédoine du Nord, à Velej, et qu'un journaliste est allé chercher. Mais comment se fait-il? Eh bien, c'était des étudiants qui avaient compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent. Alors, je vous laisse imaginer en Macédoine du Nord le niveau de vie, etc. Et ils ont dit très simplement, une fois la campagne terminée et Donald Trump élu, ils ont dit, bah, nous, écoutez, c'est simple, on a vu qu'on pouvait gagner de l'argent si on générait du trafic sur les pages Facebook fictives, etc., avec des fake news. Donc, on l'a fait. Et on a gagné en moyenne, sur les meilleurs, on a gagné entre 5 et 10 000 euros par fake news. Donc, vous imaginez des jeunes étudiants de Macédoine du Nord, le bonheur qui a pu être le leur que de fabriquer des fake news à l'appel parce qu'ils gagnaient entre 5 et 10 000 dollars par fake news. Vous imaginez, pour eux, ils sont devenus quasi millionnaires, quoi. Et puis, vous avez les stratégies d'influence par les marchands de doute. Là, on se retrouve dans des fake news qui visent à essayer de détourner l'attention, les responsabilités. Non, non, c'est pas nous, c'est eux. Regardez, c'est plus compliqué. La Russie fait ça très bien dès qu'elle est mise en cause sur quelque chose. On invente des fake news tordues, diverses et variées, pour essayer de faire croire à autre chose, pour ouvrir un contre-feu, etc., etc. Ça marche aussi dans le monde du business, disons-le tout de suite. Donc, ça, c'est un point important pour montrer la variété des fabrications, des circulations et des modalités de fake news. Je voudrais, pour terminer, avant de répondre à vos questions, aborder la question de la psychologie du partage des fake news. Je pense qu'il est très, très important de ne surtout pas accréditer la thèse selon laquelle les gens qui partagent les fake news, ce sont tous des gens malveillants ou complètement idiots. En vérité, il y a bien des motivations pour partager, liker, etc., des fake news. Je voudrais faire un petit tour d'horizon très simple et très rapide, d'autant plus rapide que le temps tourne, avec vous. D'abord, enfin, ce n'est pas hiérarchique, je le dis d'abord parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. D'abord, vous pourriez dire qu'il y a des gens qui font circuler des fake news en sachant pertinemment qu'elles le sont, mais qu'en réalité, leur seul objectif, c'est de gêner le système. C'est la logique du bras d'honneur, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que, voilà, eh ben je sais bien que c'est faux, mais ça va les ennuyer. Je dirais même plus vulgairement, ça va les faire chier et je suis content, ça va obliger les politiques à démentir, ça va obliger les journalistes à faire du fact-checking, etc. Ça va les déstabiliser, j'ai ma vengeance, d'accord? Donc vous pouvez fabriquer et faire circuler des fake news en sachant pertinemment que c'est faux, vous n'êtes pas du tout un gogo, vous n'êtes pas du tout dupe de la chose, mais vous le faites pour déstabiliser, pour vous venger en quelque sorte du système. Vous avez ceux qui le font, là aussi tout à fait sciemment, par militantisme idéologique, afin de servir la cause. Et donc, ça peut donner des gens qui savent très bien que c'est faux, mais qui les partagent quand même, des gens qui ne sont pas absolument certains que c'est vrai, mais ça sert tellement la cause que je ne vais pas aller vérifier si c'est vrai ou pas, parce que finalement, ça m'arrange de le croire.
ça m'arrange de le diffuser en tout état de cause. Et donc là, on est dans une logique de propagande. Vous avez également ceux qui le font pour servir des intérêts économiques ou même personnels, l'appât du gain. C'est ce que j'évoquais à propos de ces étudiants de Velèche. Et puis, vous pouvez en avoir certains, évidemment, qui le font en croyant que c'est vrai. Hein. Certains qui ont une propension à la crédulité. Et pour qui, effectivement, ils peuvent finir par vivre dans des univers parallèles qui peuvent les amener très très loin dans justement des choses bizarres comme le complotisme échevelé, où on voit des complots partout, etc. D'autant plus que les travaux de psychologues nous apprennent qu'en effet, ceux qui ont une propension à la crédulité et qui ont une propension à croire très fortement à une théorie du complot sont beaucoup plus prédisposés à croire à d'autres théories du complot. Hein. Donc il y a un phénomène d'enfermement, et chez certains, c'est vécu quasiment comme un enfermement sectaire. Hein. Donc on n'arrive plus à voir le monde tel qu'il est, on vit dans un univers parallèle, et c'est pour eux que la question de la post-vérité, de la post-factualité se pose avec le plus d'assiduité. Et puis, vous avez un cinquième au moins motivation de partage et de croyance dans les fake news, c'est la pression à la conformité. Quand vous êtes dans des pages Facebook, il y a un moment, ça devient difficile de vous inscrire en faux, de ne pas faire comme vos camarades. Et donc, liker un partager un contenu, au fond de vous, vous pensez que c'est pas vrai, c'est probablement pas vrai. Mais bon, je ne veux pas me désolidariser du groupe, ça a l'air de plaire à tout le monde. Bon, ben, moi aussi. Et en likant, voire en partageant, eh bien, au moins, j'affiche, moi, solidarité avec le groupe. Ça ne veut pas dire que j'y crois, mais ça veut dire que je dis, bon, ben, ok, je suis avec vous, les gars. Hein, je défends la cause. Je ne me désolidarise pas. Vous avez eu, au moment dans les groupes Facebook de Gilets jaunes, vous avez eu des moments très difficiles, comme par exemple pendant l'attentat de Strasbourg, où certains complotistes ont commencé à dire « Ah, comme par hasard, il y a un attentat djihadiste le vendredi, ça va détourner l'attention, et comme ça, le samedi, on ne parlera pas de… » Et là, vous avez des gens qui ont dit « Bon, les gars, il faut peut-être arrêter. Malheureusement, la menace djihadiste, ça existe. On n'est pas obligé de croire que c'est l'État qui a organisé un attentat djihadiste, etc. On peut continuer à faire notre mouvement Gilets jaunes sans développer ça, etc. » Et là, ça a donné lieu à des confrontations très dures. De toute façon, tu dégages, tu nous trahis, pourquoi que, enfin, etc., etc. Et des gens qui ont dit, bah oui, moi j'ai rompu du coup avec le mouvement des Gilets jaunes à ce moment-là parce que j'ai senti qu'on ne pouvait plus parler librement, qu'on ne pouvait pas dire des choses à peu près factuelles. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est des moments qui sont soit des moments où il faut choisir votre camp et aller vers la rupture, soit accepter cette forme de pression à la conformité et d'aller dans le sens de brosser, j'allais dire, dans le sens du poil. Et puis, pour terminer sur ces fake news et pourquoi on y croit, etc., bien évidemment qu'il y a des questions qui sont liées à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Nos biais cognitifs, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau traite l'information de façon biaisée. Vous avez, parmi les raisons du succès des fake news, vous avez, je vais en prendre qu'un parce que là, le temps vraiment tourne, le biais de confirmation sociale. Qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation? Le biais de confirmation, c'est le fait qu'on a tendance à croire ce qui conforte nos opinions. Comme c'est ce que je pense, ça, je le crois. Comme je vois passer quelque chose qui dit le contraire de ce que je pense, j'ai tendance à ne pas le croire. Et donc, si on vous sert des fake news qui vous flattent dans le sens, qui vous brosse dans le sens du poil et qui va faire activer votre biais de confirmation, eh bien, évidemment, vous le partagez plus aisément. Et dans le biais de confirmation, vous avez un biais de confirmation social qui est associé au fait que beaucoup de gens vont le partager. Et par exemple, parce que ce n'est pas un hasard si les fake news se développent à l'intérieur de l'écosystème des réseaux sociaux numériques, vous avez une perversion, si je puis dire, des réseaux sociaux. J'ai déjà parlé de l'aspect publicitaire, etc. Il y a une autre perversion, c'est les métriques qui sont affichées. Parce qu'avec ces métriques, vous vous retrouvez très rapidement dans une situation où vous pouvez vous dire « Ah,
il y a 10 000, 15 000, 100 000, 150 000 personnes qui ont liké, qui ont partagé. Ça peut quand même pas être faux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 150 000 gens qui se font abuser. Donc, c'est que c'est vrai. Le biais de confirmation sociale, c'est Jean-Pierre qui vous dit, pour gagner des millions, bon, est-ce que vous voulez faire appel au vote du public? Ben oui, parce que là, vraiment, je ne sais pas. Et puis, bah, si le public est à 70%, bon, bah, je vais voter comme le public. Je m'en remets à la loi de la masse, n'est-ce pas? Parfois à tort, d'ailleurs. Bon. Et donc, le biais de confirmation sociale, c'est ça. C'est si beaucoup de gens pensent ça, alors c'est que ça doit être vrai. Donc, tout ça pour vous dire que, et j'en terminerai là, moi, ce que je ne supporte pas, c'est d'un côté la simplification des fake news en n'essayant pas de montrer la complexité des choses au sens où il y a plusieurs motivations à fabriquer, etc. Et bien sûr, la simplification du profil des gens qui vont partager des fake news parce qu'en réalité, nous sommes, et les sondages le montrent, tous confrontés très régulièrement quand on est actif sur les réseaux sociaux à des fake news, ça nous arrive, hein, ça nous passe dessus. Et parfois, on peut relayer des fake news parce qu'on n'est pas assez attentif, parce qu'on le fait dans l'émotion, parce qu'on croit la source qui nous l'a donné et qu'on se dit ah oui quand même, parce que dans le doute, on se dit allez, bon, c'est peut-être pas vrai, mais je vais le partager quand même parce qu'il faut quand même que les gens le sachent si jamais c'était vrai, etc., etc. Et qu'en conséquence de quoi, et j'en terminerai là, je pense que si on veut lutter efficacement contre les fake news, eh bien, il faut commencer par intégrer l'idée que c'est notre responsabilité à chacun de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas partager n'importe quoi, de vérifier les sources, de se dire que plus ça a l'air extravagant, plus ça a l'air incroyable, plus il faut contrôler, vérifier par ailleurs, etc. Et j'irais même jusqu'à pousser le bouchon, alors là, vraiment le paradoxe jusqu'au paradoxe. Plus ça nous flatte dans le sens du poil, plus il faut se demander si justement ce n'est pas une raison de croire que ce n'est pas vrai. J'en ai terminé pour l'instant et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Arnaud Mercier. Alors des questions, effectivement, il y en a. Vous avez commencé à répondre d'ailleurs, parce qu'on a envie de tous de vous dire, mais comment combattre ce fléau? Donc, une question par exemple, aucune poursuite judiciaire suite à une fake news. Est-ce que la justice peut être un instrument de réponse, par exemple? Sur France 5. Alors oui, bien sûr, puisque la diffusion de fausses nouvelles existe dans la loi de 1881, donc bien sûr qu'on peut aller essayer de poursuivre des gens pour diffusion de fausses nouvelles, mais évidemment que c'est très compliqué parce que les gens se cachent sous l'anonymat, sous des fausses identités, parce que déjà, il faut arriver à démonter la fake news et son origine. Alors, si on prend les fake news pendant la campagne présidentielle de 2017 contre Emmanuel Macron, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont décidées en fait du côté de la fachosphère américaine pro-Trump, qui visait à déstabiliser un candidat jugé le candidat de l'Europe, de la mondialisation, des banques, enfin, etc. Donc détestable. Et par exemple, un journaliste qui était infiltré sur le réseau 4chan a montré qu'il y avait des discussions pour essayer de fabriquer une fake news. Et par exemple, je peux pouvoir vous montrer l'image. Voilà. Je vais repartager l'écran pour vous montrer comment ça se fabrique hein, très concrètement. Hein. Voilà, là, vous avez sur 4chan des gens qui discutent. Bon, ben, regardez, la fille aînée de Brigitte Macron, parce que bon, cet écartage, ça, c'est pas supportable, hein, chez ces machos virils, voilà, qui a un écartage de 20 ans au profit de la femme, là c'est juste impossible, c'est inimaginable. Et la fille aînée a quasiment l'âge de Macron. Eh ben, on n'a qu'à inventer qu'en fait, Macron reste avec Brigitte parce qu'il a une love affaire avec la fille de Brigitte. Hein. Et on a comme ça des tests. C'est une espèce de réservoir d'idées. Mais après, allez les chercher, ces gens-là. On sait que c'est aux États-Unis, ils sont Anonymous, etc. Donc, bien sûr qu'on peut essayer d'aller chercher avec la justice quelque chose, mais comment aller repérer ces gens-là? Et la vérité, c'est qu'il faut la coopération des plateformes. Et c'est là que les choses se jouent.
Et on sait qu'il a fallu tordre le bras beaucoup à Facebook, par exemple, pour révéler un certain nombre de manipulations, notamment de l'agence russe, l'agence Internet russe, qui a fabriqué des faux comptes Facebook avec des publicités politiques qui visaient à jeter de l'huile sur le feu, etc. Donc, on peut, mais c'est très difficile. Et alors, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez des plateformes qui ont supprimé les comptes de Donald Trump? Est-ce que ce sont aux plateformes de se réguler toutes seules en l'absence d'outils aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut réguler tout ça? Alors, j'ai 1 heure ou 2 heures pour répondre. C'est le défi majeur. Hein. C'est le défi majeur, il faut en être très, très, très conscient. Plusieurs choses. D'abord, je pense que dans nos démocraties, dans ce qu'on appelle l'espace public, hein, c'est-à-dire l'espace de la libre discussion et dispute politique, hein, sans haine et sans violence, hein, mais eh bien, dans l'espace public, les réseaux sociaux ont pris une grande importance. Et une importance dont on ne s'est pas tout de suite rendu compte et qu'on a vu qu'à partir du moment où il y a eu des dérives. Quand on a vu que Facebook et Twitter servaient à recruter des djihadistes, là, on s'est dit « Ah !» Et il y a eu, les États ont fait pression sur les plateformes en disant « Écoutez, les gars, vous êtes gentils, mais ça sert à recruter des djihadistes qui viennent après poser des bombes chez nous. Quoi. Ah oui, vous avez raison, on va peut-être les enlever. Pareil pour les photos pédopornographiques, ce genre de choses. Et là, maintenant, on se rend compte qu'effectivement, le politique peut se servir de ces réseaux pour complètement déstabiliser en réalité le fonctionnement démocratique. Et si on prend le cas de Twitter, Twitter a décidé de fermer le compte de Donald Trump parce qu'il ne cessait de répéter en long, en large et en travers, sans la moindre preuve, avec 22 procédures judiciaires, que tous les juges américains, qui la plupart étaient républicains, certains nommés par Donald Trump, ont cassé en disant « Mais écoutez, revenez nous voir quand vous aurez des preuves. Hein. » Il n'y avait rien. C'est bien beau d'accuser, mais au moins, il faut avoir des preuves. Hein. Je veux dire, si on croit un peu au système judiciaire, c'est avec des preuves, et heureusement encore. Bien. Eh bien, Twitter a décidé de fermer son compte. Mais la vérité, c'est que c'est une décision de lâche. C'est d'une lâcheté insigne. Ils ont fermé le compte de Donald Trump quand il était les 2 genoux à terre, quelques jours avant qu'il soit plus président des États-Unis. Parce qu'avant, ils n'ont jamais réussi à… Parce que l'argument qu'ils utilisent, il n'a pas respecté notre déontologie, nos règles d'usage. C'est parfaitement exact. Twitter a parfaitement le droit de dire ça, sauf que ça faisait des années qu'il le faisait comme ça. Et que là, par contre, il ne lui avait pas fermé son compte. Donc, ils ont attendu qu'il soit quasiment plus président des États-Unis pour là l'achever, si vous voulez. Bien. Donc, et Facebook fait pareil. Bon. Et je ne vais pas, parce qu'il y a d'autres questions, et voilà, je suis un bavard impénitent, donc je me méfie de moi-même, donc je vais essayer de répondre de façon courte. Mais le fait est que je crois que ça nous dit des choses sur le fait qu'on ne peut pas laisser, vu l'importance que ces plateformes ont prise, et vu l'arbitraire avec lequel ils agissent. Parce que s'il fallait fermer le compte de Donald Trump pour les raisons qu'ils ont invoquées, ça fait des années qu'ils auraient dû le fermer. Donc on ne peut pas leur laisser ce pouvoir. On ne peut pas leur laisser le pouvoir d'être des censeurs. Il faut introduire le juge là-dedans. Et ça pose une autre question, c'est la question de la responsabilité de ces plateformes. Mark Zuckerberg est un des plus gros hypocrites que la Terre ait porté. Parce que Mark Zuckerberg nous dit, nous, Facebook, nous sommes une plateforme neutre. Nous sommes juste à une disposition, nous sommes une carte postale que les gens vont mettre dans une enveloppe. Alors, ce qu'ils écrivent dedans, nous, on ne sait pas. Nous, on a juste fabriqué la carte postale hein, et l'enveloppe, c'est tout. Et puis après, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est faux. C'est faux parce que Facebook, en réalité, Facebook produit un algorithme qui décide de hiérarchiser ce qui va arriver sur votre mur Facebook. Vous ne recevez pas tout ce qui est publié sur Facebook, tout ce à quoi vous êtes abonné. Facebook pousse des contenus, donc ils ont un geste éditorial. Et donc là, il y a un vrai problème. Et la seule chose que je puisse dire, pour terminer là-dessus, c'est que je constate qu'à chaque fois que les plateformes, ces mastodontes ont bougé, c'est parce qu'on a imposé un bras de fer politique. Et pour la France, heureusement qu'on a imposé un bras de fer au niveau de l'Union européenne, la RGPD, etc. Parce que si ça avait été la France toute seule, je peux vous assurer que je ne suis pas sûr qu'on aurait gagné grand-chose. Mais quand c'est l'Union européenne, que c'est un marché aussi énorme, alors on a des moyens de faire valoir
Et on a imposé sur le terrorisme, sur la pédopornographie, sur la protection des données, etc. On impose des choses à ces mammouths qui ne veulent rien entendre parce que ça casse leur business model. Alors, une question, y a-t-il des sites pour détecter les fake news? Des dizaines, il y en a partout. Et heureusement, alors, il y en a plein. Vous avez les décodeurs du monde, vous avez Oui. Check News à Libération, vous avez l'info du vrai, France 24. Enfin, bon, voilà. D'ailleurs, le ministère de la Culture avait exigé des chaînes et des radios de service public qu'ils fassent front commun justement pour lutter contre les fake news. Alors, je vais dire tout de suite quelque chose sur Oxbuster. C'est pas tout à fait la même chose, si je peux me permettre, Caroline Olivier. Oxbuster, je dirais, lutte plutôt contre, d'une certaine façon, j'allais dire les rumeurs numériques, au sens où Oxbuster notamment repère tout ce qui est, vous recevez dans un mail, alors voilà, attention, méfiez-vous, il y a un drogué qui a le sida et qui a laissé son aiguille dans un cinéma à Nîmes, etc. Et Oxbuster va dire attention, cette vieille histoire, il y a déjà 4 ans, c'était un cinéma à Bordeaux, c'était machin, vous voyez, ils ne font pas exactement le même angle et le même travail que les médias d'information qui prennent des informations politiques ou de santé, etc. Donc, il y a plein de sites, mais il y a une limite à ça, et je voudrais le dire tout de suite. Euh, En fait, c'est bien de faire du fact-checking, mais allez, si je suis un peu provoque, je dirais ça ne sert à rien. Bon, je pousse un peu, hein, mais au pire, je suis prêt à aller défendre cette thèse-là, que ça ne sert à rien. Je m'explique. La vérité, c'est que ceux qui croient aux fake news ne vont jamais sur des sites de fact-check. Et qu'en plus, démonter une fake news, ça prend beaucoup plus de temps que, que le produit qu'on a fabriqué, Oui. qu'on appelle fake news. Et donc, les gens qui se font abuser par une petite vidéo virale de 50 secondes sur Facebook, ce n'est pas forcément les gens qui vont lire un article de 3 pages qui démonte mécanisme, étape par étape, toutes les raisons pour lesquelles. Et donc, on ne répond pas vraiment à ceux qui ont cru à la fake news. Alors maintenant que j'ai dit ça, j'ai dit que je poussais le bouchon en disant que ça ne sert à rien. Bien sûr que ça sert, parce qu'il y a ceux qui doutent et qui doutent sincèrement, qui peuvent essayer d'aller trouver. Et puis aussi, ça nous donne, pour les relais d'opinion, je pense par exemple aux professeurs typiquement, eh bien, c'est très utile parce qu'une fois qu'on a lu ça, on peut se faire le relais vulgarisateur auprès, par exemple, de populations comme les étudiants, les jeunes, les élèves, etc., en leur disant, ben voilà, non, non, ne croyez pas ça. Donc, les journalistes nous ont fourni, j'allais dire, des biscuits pour argumenter, quoi, hein. Donc, bien sûr que ça sert quand même, heureusement qu'ils sont là. Quelqu'un vous demande aussi, qu'en est-il du mouvement complotiste Canon en France? Alors, QAnon, on dit, et donc, QAnon, alors, ben, ça gagne. Ça gagne un peu, mais parce que le complotisme gagne. C'est-à-dire que QAnon n'est jamais que comment dire, comment j'allais dire, un coup marketing de complotiste qui a marché, quoi, qui a mieux marché que les autres, et donc a réussi progressivement à fédérer, à faire boule de neige et à agglomérer les choses. Mais QAnon n'est pas, au sens strict du terme, une espèce d'officine mystérieuse de laquelle partiraient toutes les fake news et tous les complots. En vérité, QAnon fédère des gens et fédère des complots qui viennent d'un peu partout. Les relais, ils peuvent en fabriquer certains, mais il y a des militants QAnon, ils étaient assez nombreux dans le Capitole en train de l'envahir, hein. Donc ils croient dur comme fer que effectivement les élections ont été volées, que ceci, que cela. Bien. En France, vu le succès et la visibilité qu'aux États-Unis a eu le mouvement QAnon, y compris d'ailleurs avec des actions violentes comme envahir le Parlement américain, eh bien, certains commencent, alors qu'ils étaient déjà complotistes, hein, je vous rassure, commencent à revendiquer et à mettre, par exemple, sur un certain nombre de leurs comptes de réseaux sociaux, la lettre Q. Et donc, c'est une sorte de signe de reconnaissance. Mais ni plus ni moins que certains Français
issus d'immigration et qui ont la peau noire s'identifient à Black Lives Matter, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire que finalement, aux États-Unis, ça marche, c'est une grosse visibilité, bah, tiens, on reprend les choses. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que QAnon, son succès, amène, j'allais dire, des Français à croire massivement à des fake news et à des complots, parce qu'en vérité, c'est ceux qui étaient déjà tout disposés à croire à ça, qui se rallient à la bannière QAnon. Est-ce qu'il y a des études qui se penchent sur le profil des gens qui croient ces fake news ou qui sont post-vérité? Je veux dire par là, finalement, ce n'est pas parce que on peut être éduqué, on peut faire partie de catégories socio-professionnelles assez éduquées et finalement tomber dans le panneau du complotisme ou des fake news. On Alors, peut si vous me permettez, je ne mettrai pas exactement les choses sur le même plan, parce que vous avez beaucoup de complotistes qui vont utiliser les fake news pour alimenter leurs théories. Mais d'abord, vous avez des complotistes qui n'ont même pas besoin de fabriquer des fake news, parce que c'est juste, on l'affirme et puis c'est tout. Hein, voilà, il y a un réseau pédophile mondial, on n'a même pas besoin de le prouver. Et si on a envie d'y croire, comme on croit à l'existence de Dieu ou pas, vous voyez, c'est un acte de foi en vérité. Donc, certains complotistes ne s'embarrassent même pas du souci de vouloir fabriquer une fake news pour essayer d'y faire croire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez croire à des fake news et ne pas des fake news qui n'ont rien de complotiste et qui ne sont pas du tout, qui ne vous mettent pas dans la catégorie de gens qui sont prédisposés à penser que derrière toute chose, il y a toujours une explication tordue de quelqu'un qui a voulu faire un coup sordide et défendre ses intérêts. Alors, par exemple, sur le complotisme, oui, il y a des études sur la psychologie des complotistes, hein, et on découvre, par exemple, enfin, psychosociologie, dans une étude faite par un chercheur anglais et un chercheur américain, ils ont fait une étude de seconde main, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé un questionnaire qui était utilisé dans l'entrée en hôpital psychiatrique de paranoïaques. Sachant que tous les paranoïaques n'ont pas forcément tort, hein, c'est-à-dire que même les paranoïaques ont vraiment des ennemis, hein, donc c'est pas toujours imaginaire, mais bon, il y a des personnalités qui sont jugées paranoïaques, qui sont enfermées à un moment ou à un autre. Et alors on leur faisait passer avec des questionnaires. Et ils ont réutilisé les questions, puisque dans la question, il y avait celle du complot. Est-ce que vous pensez qu'en réalité, les choses qui restent mystérieuses dans l'ordre du fonctionnement du monde s'expliquent par l'existence d'un complot supérieur, etc. Et donc, il y avait plus de 20% de ces gens-là donc ils ont repris tous les profils de ces questionnaires, qui étaient questionnaires systématiques, hein, qu'on faisait remplir aux paranoïaques qu'on enfermait pendant un temps, et ils ont essayé de voir à quoi ça correspondait. Ben, ça correspondait à des gens qui étaient très désocialisés, en vérité. Et ça, c'est un premier facteur très important. C'est-à-dire que ça correspond à des gens qui sont en rupture familiale, en rupture sociale, en rupture économique éventuellement, et qui sont très fragilisés dans leur insertion sociale et professionnelle, et du coup, qui ont à la fois parfois la rage, donc qui sont prompts à essayer de trouver des responsables à la situation de misère, de détresse où ils sont, qui sont plus prompts aussi à essayer d'aller rejoindre des communautés de partage, justement, qui leur offrent une sorte d'engagement sectaire, hein. D'ailleurs, vous avez là dans Le Monde récemment, ils ont sorti 2-3 articles sur justement où ils donnaient la parole à des gens qui étaient sortis des théories complotistes. Et ils disaient, on était entré là-dedans comme dans une secte. En fait, c'est tellement confortable parce que il faut bien se rendre compte que si vous êtes dans une situation inconfortable. Vous avez l'impression que le monde non seulement vous échappe, mais en plus qu'il vous oppresse, il vous opprime. C'est quand même plus confortable d'arriver à trouver une explication à ça. Et une explication qui vous échappe. C'est-à-dire, c'est pas de ma faute, c'est pas j'avais qu'à mieux travailler à l'école, si j'avais machin, si j'avais pas tombé dans l'alcool, si ceci, si cela. Ça, c'est votre responsabilité. Eh bien non, là, je suis une victime. Donc vous êtes du côté confortable de la victime, enfin confortable, psychologiquement, hein, j'en parle, j'entends pas évidemment physiquement. Je suis du côté de la victime, donc ce n'est pas ma responsabilité, je fuis mes responsabilités.
je peux dire que ceci ou cela, mais moi, en fait, non, non, c'est pas de ma faute. Il y a des gens qui m'en veulent, etc. Et je retrouve des gens, je retrouve un nouveau foyer, si vous voulez, de socialisation autour des gens qui partagent la même croyance que moi. Parce que justement, c'est le propre de l'enfermement sectaire, c'est que ça vous donne un certain confort socio-cognitif qui fait que vous allez trouver des gens qui pensent la même chose que vous, et au moins vous vous retrouvez une sorte de camaraderie, voire de fraternité, hein. Et ce qui explique aussi d'ailleurs que c'est très difficile d'en sortir. Parce que si vous êtes enfermé là-dedans, vous avez une espèce de confort, vous avez réponse à tout, ça vous gonfle l'ego, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est beaucoup plus confortable du point de vue de l'ego de se dire « moi je sais ». Vous ne savez pas, vous êtes dans l'ignorance, pauvre mécréant, etc. Mais moi je sais. Moi je sais que c'est un complot. Moi, je suis plus malin que vous, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose qui vous booste l'ego, à vous mettre dans la position de celui qui devient le sachant. Et à cet égard, pour aller un tout petit peu en décalage avec ce que vous disiez dans votre introduction, on va quand même trouver plus de gens qui sont susceptibles d'avoir ce type de psychologie chez les gens qui ne sont pas beaucoup dotés en capital scolaire et culturel, que les gens qui sont très diplômés, très informés, etc. Parce que précisément, il y a cette dimension qui n'intervient plus, qui est la dimension de, comment dire, j'ai besoin d'autre chose pour me flatter l'ego, pour me valoriser, parce que j'ai tous les titres qu'il faut pour pouvoir me valoriser par ailleurs. J'ai fait des études, j'ai un bon métier, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Oui, donc aucune réponse simple, mais en tout cas, et vous le soulignez bien, ce qui ressort beaucoup de votre intervention, c'est la nécessité du décryptage et de la pédagogie et de la formation de tous les jeunes, de tous ceux qui sont encore malléables, leur apprendre à décrypter tout ce qui se passe de manière à ce que plus tard, quelle que soit la situation dans laquelle ils évolueront, ils aient des outils aussi par rapport à ça. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit, les poursuites judiciaires peuvent exister, mais c'est extrêmement compliqué d'aller dénicher qui est derrière. Et du coup, c'est un problème qui est immense et qui n'est absolument pas simple. Alors, je voudrais réagir à ce que dit Patrick Clabot. Oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, on peut considérer une info qui est bien réelle comme un fake. Et là, c'est typiquement, là aussi, un mécanisme psychologique bien connu, c'est la question de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes construit, c'est ce que vous évoquez avec les opinions politiques, philosophiques, vous avez une idéologie bien précise qui est un système d'explication fermé du monde. Eh bien, si vous êtes confronté à des faits qui démentent votre opinion, c'est le dessin que j'ai montré au début de Xavier Gors, eh bien, alors dans ce cas-là, le mieux, c'est de nier cette réalité. C'est le moyen de gérer cette situation de dissonance cognitive. Au lieu de vous déstabiliser dans votre opinion en vous disant bah oui, mince, alors c'est vrai, bah alors finalement, c'est plus. Ah bah non, alors c'est pas ce que je croyais. Bah, le plus simple, c'est de nier la réalité en disant que c'est un faux, que c'est une manipulation, etc. Comme ça, vous restez enfermé dans vos certitudes. Bien, il est 19h33, ça va être l'heure de nous quitter. En tout cas, merci infiniment Arnaud Mercier pour cette passionnante intervention. Vous pourrez retrouver cette conférence, elle a été enregistrée, nous la mettrons en ligne très bientôt. Pour ce qui est des conférences de l'Université populaire des mois prochains, alors pour ce qui est de février, celle sur le genre est reportée puisque nous avons décidé de ne pas la faire en Zoom. Le sujet, et puis bon, comme il y a une double intervention, ça ne s'y prêtait pas trop. Pour ce qui est des conférences de mars, nous ne sommes pas encore en mesure, vu le contexte, de vous dire celles qui seront reportées ou celles qui seront maintenues. Donc, continuez à être attentifs à nos informations sur les sites du Volcan et de l'Université du Havre pour suivre tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Arnaud Mercier de votre intervention et à bientôt.